Comme promis, cet après-midi, on va parler du droit du travail en lien avec le bénévolat. Et avant de vous présenter notre distingué invité, je vais juste rapidement faire une petite mise en contexte sur pourquoi on a abordé ce thème-là. Et c'est suite à notre journée d'études, le même événement, mais l'année dernière, beaucoup de gens nous ont approchés comme équipe de recherche en nous disant « Ah, mais vous savez, nous, on essaie de compiler, de faire des petites compilations à l'interne de c'est quoi les lois qui s'appliquent, comment on doit réagir dans différentes situations quand des bénévoles se plaignent de leurs conditions de travail, ce genre de questions-là. Mais on n'a pas beaucoup d'informations. Et nous, comme équipe de recherche, donc, comme Consuelo le disait, on est des profs de communication organisationnelle, donc on connaît bien les conflits au travail, les relations de travail, au sens informel et entre les gens, mais on n'est pas des juristes. Donc, à partir de ce moment-là, a commencé une longue quête, à envoyer des emails à différents départements de droit au Québec, pour constater qu'en fait, même là, il y a très peu de choses qui se font en droit du travail sur la question des bénévoles. Donc, on définit toujours le droit du travail pour des salariés, pour des travailleurs autonomes à la rigueur peut-être, et encore là, c'est pas toujours évident. Mais les bénévoles, il n'y en a pas tant que ça, des gens qui sont experts au Québec du bénévole. Donc, on n'a pas eu le choix. On est allé à la Rolls-Royce du droit du travail, à savoir Mme Joanne Pégué, qui vient de prendre sa retraite l'année dernière, tout juste, comme directrice juridique de la Commission des normes du travail, qui est donc devenue maintenant la Commission des normes de l'éthique, de la santé et de la sécurité du travail, en fusionnant avec la CSST. Bref, c'était elle que vous alliez voir si vous deviez vous plaindre au Québec de vos conditions de travail. Donc on s'est dit, elle a dû en voir d'autres. Et Joanne est également maintenant prof de droit, enfin elle enseigne le droit à l'UQAM, à l'Université de Montréal et au barreau du Québec. Et elle a très gracieusement accepté, dans une sympathie, je dois dire, tout à fait, enthousiaste, voilà. Je pense absolument. Bien, vous avez des teints sur moi, là, Nicolas. Vous avez des teints sur moi. Donc, elle a accepté de venir nous donner un coup de main et d'essayer de débroussailler un petit peu avec nous la question du bénévolat, mais d'un point de vue juridique, qui est un aspect qu'on n'a pas abordé encore dans ce projet de recherche en général et dans ces journées d'études avec vous en particulier. Donc, je vais commencer tout de suite en posant une question très intéressée à Joanne. Ce matin, vous m'avez vu présenter avec Colline. Donc, Colline est une étudiante à la maîtrise ici à l'UQAM et elle est auxiliaire de recherche sur le projet. Mais mettons que moi, je me dis, tiens, je vais essayer de sauver un peu d'argent. Est-ce que je peux juste couper le salaire de Colline? On le voit venir, hein? Et la garder comme bénévole à la place. Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Premièrement, on va allumer une grosse lumière rouge quand une situation comme ça se déplace. C'est ce qu'on se disait, Nicolas et moi, c'est qu'il y a des zones grises. C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui, et particulièrement quand, on va dire entre guillemets, le statut change. Donc, quand l'assistante de recherche de Nicolas est bien campée dans son rôle d'assistante de recherche, rémunérée, tient ses heures, fait les travaux, et qu'on désire faire glisser son statut ou que les événements font glisser son statut vers une tâche plutôt bénévole, c'est certain qu'il y a une lumière rouge qui s'allume. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vraiment, sincèrement remercier Nicolas de l'invitation parce que vous m'avez fait ouvrir une boîte tout petite et avec beaucoup de plaisir. Merci, Nicolas. Des échanges, évidemment, très intéressants. Et vous m'avez retourné un peu en arrière dans une autre vie où j'ai eu la chance et le plaisir d'être membre de conseil d'administration d'OBNL et de différentes organisations de la sorte, auxquelles, d'ailleurs, pendant une vingtaine d'années, j'ai offert un cours Loi sur les normes / OBNL, comment on peut faire ça avec souplesse. Mais sur la question du bénévolat, Nicolas a raison, il y a peu de choses, il y a peu ou pas de choses. Si on revient à l'exemple de l'assistante de recherche,
l'élément fondamental, il y en a un, c'est quelle est l'intention véritable. Quand Colleen, elle a accepté la tâche d'assistante de recherche, est-ce que son intention, c'était d'être peut-être une bénévole? Je ne pense pas. On lui a offert un poste d'assistante de recherche. Et c'est ça qu'elle a accepté, avec ce que ça comportait. Par contre, si les événements, et non pas juste le sens de l'économie de Nicolas, mais si les événements font vraiment que la subvention cesse rapidement, dramatiquement, Nicolas et Colleen sont sur une lancée, ils veulent continuer ensemble, ça peut se faire. Et Colleen, elle peut le faire par plaisir, puis elle peut le faire justement dans une fonction de bénévole. Il faudra juste que ce soit établi clairement. Il faudra que Nicolas lui dise, « Colleen, on a terminé notre prestation de travail ensemble. Le 1er novembre, je n'ai plus de fonds. Je suis en attente d'une autre subvention. Le plus intelligent, c'est qu'on arrête nos travaux, mais ça, c'est le cœur va pleurer. Mais si on continue, il faut que ce soit clair entre nous, qu'on n'est plus sur un contrat d'assistante de recherche, mais qu'on est sur une prestation de service ou une prestation de travail. Il va y avoir des travaux de fait, mais ce sera à titre bénévole. Est-ce que tu es consentante à ça? Est-ce que ça vous répond, Nicolas? Oui. Alors, vous allez faire attention? Oui, je ne crois pas que Colleen va consentir. J'aurais déjà une question. Moi, ça me convient. Nicolas, ça vous va? On fait ça. On est vendredi après-midi, puis je pense qu'on est l'Halloween en plus. Je ne le sais plus. C'est mon vrai visage. Oui, bien le mien aussi. Oui, c'est ma vraie teinture. Allez-y, je faisais une blague. C'est étrange que ce soit la fille qui se fasse proposer du Elle est bonne. Nicolas va toujours partager aussi son salaire personnel. Mais qu'est-ce que le chômage va dire de ça? Évidemment, l'assurance-emploi, elle aussi, cet organisme-là a aussi sa définition de salarié, on le sait. Et dans toutes les lois du travail, on va le voir tantôt, vous l'avez dans votre pochette, toutes les lois du travail, puis j'inclus l'assurance-emploi parce que votre question est très bonne, on retrouve tous les mêmes critères. C'est écrit différemment, mais on s'entend. Une prestation, là-dessus, on ne s'obstine pas, même avec la bénévole. Il y a une prestation. Celle-là, ce critère-là, il est coché. C'est réglé. Une rémunération, le bénévole, c'est sans rémunération. Donc, là, c'est là que l'assurance-emploi, elle allume sa lumière rouge. Et une subordination. Ce critère-là, on va le laisser, on va le garder. On le regardera cet après-midi. Il sera amoindri. Il sera informel, mais on peut le garder. Donc, ça va être sur l'aspect rémunération. Moi, je vous dirais que si Colleen, on s'excuse, je ne sais pas si c'est ici encore. Mon Dieu, est-ce que... Je m'excuse, hein, si ça... On va parler de vous tout l'après-midi. Est-ce que ça vous convient? Alors, si Colleen, le 1er novembre, quand Nicolas lui dit « Notre subvention est terminée », bien, elle pourra s'adresser à l'assurance-emploi. Là, ce n'est pas mon domaine de pratique, l'assurance-emploi. Est-ce que l'assurance-emploi va en donner à une étudiante? Vous connaissez ça mieux que moi, hein, les dédales de ça. Ce n'est pas ça notre propos. Oui, c'est ça. Probablement que non. Mais admettons que c'est une étudiante à temps partiel. Mais à partir du moment qu'elle va être bénévole, l'assurance-emploi ne considérera aucune heure de travail, sauf si Colleen va cogner à la porte de la CNESST, réclamer ce qu'elle considère être son salaire en disant et à l'assurance-emploi et à la CNESST, ce qu'il dit, Nicolas, c'est pas vrai, il a continué à me faire travailler. Moi, je suis juste en attente du salaire. Moi, ce que j'ai compris, c'est que quand la subvention rentrerait, il me paierait rétroactivement. Si elle ne fait pas cette démarche-là, l'assurance-emploi va dire « Moi, je ne m'en mêle pas.
soyez conséquente, Mme Colline, si vous considérez que vous êtes toujours en contrat d'emploi avec Nicolas, faites une démarche pour réclamer ce salaire-là, et là, moi, j'en tiendrai compte dans l'évaluation de votre dossier. Est-ce que ça vous répond? C'est juste par expérience, jadis naguère, il y a peut-être une trentaine d'années, la chose m'était arrivée, j'avais travaillé avec une organisation, et par après, l'organisation n'avait plus les sous qu'elle avait avant, j'avais continué à faire ponctuellement un contrat que j'avais déjà fait pour eux autres, et j'ai un nom, je m'appelle Denise Denis, dans une petite ville, le gars du chômage s'en est rendu compte. Quand il a vu mon nom, en tout cas, c'était pour une troupe de théâtre, il a vu mon nom sur l'affiche, fait que j'ai été convaincue. Oh mon Dieu, ben oui. Et là, il voulait me couper mon chômage. Ben oui. Il disait, avant, tu étais payé pour, puis là, tu continues à le faire, puis tu n'es pas payé. Fait que c'est pour ça, il y a la... Oui, puis ça, donc moi, j'ai donné l'autre exemple où est-ce que, par exemple, Mme Denise, vous auriez dit, je veux réclamer le salaire pendant ma portion. J'ai donné l'exemple inverse, mais si je prends le vôtre, effectivement, il faudra contester cette vision-là de l'assurance-emploi qui présume que ce bénévolat ne vous rend pas disponible au travail. Dans le fond, on a juste à répondre à la disponibilité au travail. Évidemment, on n'en a pas la même définition, l'assurance-emploi et nous. C'est ça. Ça doit bien faire au moins 30 ans qu'on n'a pas en main. Vous avez raison. Est-ce que ça vous répond? N'hésitez pas, moi, ça ne m'ennuie pas du tout, hein, pour une fois que je n'ai pas 70 étudiants dans un auditorium. Je suis tellement contente. Et donc, moi, en attendant que les gens... Là, vous êtes mal, là, Nicolas. Vous savez... Pas du tout. Je tiens à préciser, je paye tout le monde correctement selon la convention collective. Vous allez nous revenir? Mais donc, ça amène quand même à la question. Donc, est-ce qu'il y a une définition claire, là, vous l'avez un peu mentionné avec les 3 critères, est-ce qu'il y a une définition claire du bénévolat? Est-ce qu'il y a un texte de loi, la loi sur le bénévolat, puis ça dit le bénévolat, c'est X, Y et Z? Non, au Québec, il n'y a rien de ça. Par contre, je nuance avec 2 éléments. Le premier élément, c'est que la loi sur les normes du travail, qui est en général la première loi appliquée lorsqu'on se questionne sur une situation possible de salarié, elle n'interdit pas le bénévolat. La loi sur les normes, ce n'est pas écrit dedans, là, bénévolat interdit, vous ne trouverez pas ça. La seule loi qui parle de bénévoles, sans les définir, c'est la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Si vous voulez, on y reviendra tantôt parce qu'elle, elle a vraiment décidé, à un moment donné, après sa mise en vigueur, de rajouter ces sections-là devant l'ampleur du phénomène du bénévolat, ce qui est très heureux parce qu'elle offre une protection en matière d'accidents de travail, maladies professionnelles, en fait, qui est une exception dans sa loi, parce que sa loi vise des travailleurs. Mais elle a fait une section particulière pour permettre que les travailleurs non rémunérés, qu'on appelle aussi bénévoles, soient couverts. Mais on y reviendra tantôt. Mais si vous cherchez une définition de bénévolat dans les lois du travail au Québec, je vous le dis tout de suite, vous n'en trouverez pas. Les critères de la notion de salarié sont plutôt, comme on le fait tantôt, regardés à contrario. Donc, les critères, il y en a 3, c'est toujours les mêmes qu'on soit dans la loi sur les normes, le Code du travail, le Code civil dans sa petite section contrat de travail, loi santé-sécurité, loi accident de travail, maladie professionnelle, toujours les 3 mêmes éléments. Prestation de travail, on l'a dit tantôt, celui-là, il ne nous fera pas de problème aujourd'hui. Rémunération, pour ce qui est du contrat de travail. Subordination. Donc, on le voit que rémunération, il y a un petit quelque chose là, c'est-à-dire que la définition de bénévole dans le Larousse, admettons, apporte son aide volontaire sans être rémunéré. Donc, c'est une des caractéristiques de bénévoles. Maintenant, il y a les vrais bénévoles
et les faux bénévoles. Mais je dis faux, pas faux, quelqu'un veut frauder, faux dans le sens que Nicolas peut penser qu'à l'arrêt de la subvention, Colline, c'est sa bénévole, puis Colline, elle pense le contraire. C'est faux dans le sens que la réalité peut s'interpréter différemment. Et donc, si je comprends bien, excuse-moi, je sors là, de oui. le script parce que oui. ça sans souci. Un point de clarification. Donc ça veut dire que, par exemple, la loi sur les normes du travail ne s'applique pas à un bénévole. Donc, si on prend un exemple au hasard, qu'il faut fournir l'uniforme ou les outils de travail, le bénévole ne pourrait pas aller réclamer des outils de travail. Exact. Parce que sa première qualité à la personne qui veut s'adresser à la commission, à la CNESST, c'est d'être un salarié ou un travailleur. Parce que la loi sur les normes dit salarié, accident de travail dit travailleur. Puis comme les lois ont été créées dans les années 70, puis qu'on ne savait pas que 40 ans plus tard, ça allait fusionner, bien, chacun a son terme. Mais c'est la qualité première. Ça ne veut pas dire que devant un statut en zone grise, je ne peux pas déposer. Si moi, je prétends que je ne suis pas une bénévole puis que je veux déposer, je vais convaincre l'organisme de me laisser déposer. Mais c'est le premier critère. Donc, toute la section uniforme, toute la section formation, frais de déplacement, harcèlement psychologique. Ce n'est pas accessible aux bénévoles par le biais de la loi sur les normes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas accessible autrement. Il faut juste retenir que ce n'est pas accessible par le biais de la loi sur les normes. Et donc, vous avez parlé des zones grises. Donc, si on prend l'exemple de Colline, est-ce qu'on pourrait clarifier, c'est quoi les cas, vous avez vous nous avez donné des indices déjà, mais c'est quoi les cas où, en fait, le bénévole ou la bénévole serait, en fait, un travailleur? C'est vraiment son interprétation de notre contrat, c'est ça? Bien, idéalement, parce que le droit fait partie des idéaux d'une société, idéalement, il faudrait que les deux parties, la portion employeur et la portion salarié, soient du même avis. C'est-à-dire, mettons, si on reprend notre exemple avec vous, Nicolas et Colline, faut que l'idéal, c'est quand les deux parties s'entendent. Que les deux parties s'entendent sur le même contrat. Ça va très bien. Ou bien on est sur un contrat de salarié, puis c'est correct, ou on est sur un contrat de bénévole, puis c'est correct aussi. Admettons qu'on commence à regarder quelques éléments qui nous permettent de mettre de côté des situations assez claires. J'ai fait faire une petite recherche de jurisprudence par des étudiants cette semaine sur la question du bénévolat en vue d'aujourd'hui. Et une des premières décisions qui ressort, c'est une vieille... Puis inquiétez-vous pas, là, on ne fera pas un cours de droit, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. C'est une vieille... c'est moi qui le dis. C'est une vieille décision de 1985 où est-ce que la Cour, d'entrée de jeu, elle commence son jugement en disant « Quand vous me parlez de bénévole et que vous êtes une entreprise à but lucratif, permettez-moi d'avoir un sourire en coin. » Donc, l'entité, la personne, l'entreprise à but lucratif qui voudra tenter de convaincre un juge qu'il y a un de ses employés qui est un bénévole, il y a une petite côte à remonter. Fait que déjà, on est capable de trier ça. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui ne s'essaient pas encore en 2018-2019? Détrompez-vous, je vous ai trouvé des exemples. Des fois, on se dit, mon Dieu, la société va comprendre. Bien non, elle ne comprend pas tout le temps. Alors, effectivement, mais c'est des situations, tu sais, je le fais, j'essaie de vous faire un peu sourire, on est vendredi, mais c'est sûr que quand la situation elle démarre, c'est facile, au bout de 6 mois, 1 an, de dire « c'était pas une bénévole », mais quand la situation démarre, tout le monde est de bonne foi en général. Je vous donne un exemple. Il y a une entreprise qui démarre, une entreprise de camionnage qui démarre, et ils n'ont vraiment pas de sous.
mais c'est démarré par les actionnaires. Puis les actionnaires, ils mettent de l'argent dans l'entreprise et ils s'entendent, eux, pour ne pas se verser de salaire. Tant qu'il n'y aura pas, mais ça va, c'est correct, c'est comme ça qu'il y a démarre. Puis je suis convaincue que beaucoup d'entreprises se démarrent comme ça au Québec. Ils ont besoin, ils s'aperçoivent rapidement dès les premières semaines qu'ils ont besoin, disons, Madame Denise, vous m'inspirez, d'une adjointe. Hein? Mais oui. En tout cas, il aurait pu prendre un adjoint administratif, ils ont pris une adjointe administrative. Donc, ils s'aperçoivent, tu sais, un peu comptabilité, tenue de livre, parce que ça roule, là, ça commence à démarrer, ça roule. Par personne interposée, il interpelle une dame qui s'appelle Madame Hurgon. Madame Hurgon, elle est à la retraite et elle a 68 ans. Puis, elle continue, pour des amis, à faire des petits travaux de comptabilité. Elle est en forme. Elle se fait interpeller par un ami qui dit « Veux-tu embarquer avec cette gang-là? » Puis elle dit « Mais pourquoi pas? Ça me tente. » Puis l'aventure la stimule. Puis elle est bien impressionnée par toute la volonté des 3 actionnaires qui démarrent, puis tout le temps qu'ils mettent, puis l'énergie, puis la croyance en leurs produits et tout. Elle trouve ça bien nice. Elle les prend un peu comme ses fils, tu sais. Elle travaille là pendant 11 mois. Mais elle, là, n'a jamais pensé qu'elle s'en allait là bénévole. Jamais, jamais. Elle prétend même qu'ils ont discuté à plusieurs reprises, peut-être pas le matin, numéro 1, peut-être pas la journée qu'ils ont téléphoné, mais tu sais, qu'elle a toujours eu un salaire de 19-20 $ là, dans les dernières années qu'elle travaillait. On est en 2018. Là. Les événements se passent en 2016. Et puis, là, à un moment donné, ça va faire sourire Nicolas, parce que c'était une de ses questions. À un moment donné, il y a une belle subvention qui arrive par la Banque de développement du Canada, 150 000. Ça fait 7 mois qu'elle travaille, Mme Hurgon. Hey, elle, là, c'est clair d'un nœud dans sa tête, là. Je veux dire, son salaire, il passe par là, là. Et dans la demande de subvention, ça le dit, se constituer, prendre la subvention pour constituer une petite équipe de ressources humaines. Bon, elle s'occupe plutôt de la comptabilité, tout ça, mais quand même, ils ont commencé à embaucher du monde, puis elle a rédigé un petit peu des lettres d'embauche, un petit peu des contrats, tout ça. Fait qu'elle, elle se dit, mais bon, ça vient de régler mon problème. Ça fait 7 mois que je donne, mais ça vient régler mon problème. Et non, les actionnaires, eux, ils avaient envisagé que le montant servait à autre chose. Alors, vous comprenez que l'harmonie s'est un peu détériorée, exactement, à partir de ce moment-là. Et la dame, bien, elle a porté plainte pour réclamer ce qu'elle considérait du salaire. Et l'employeur, jusqu'à la dernière minute, devant la cour, a continué à dire « Oui, mais elle faisait ça pour se distraire. » En 2018, tu sais, quand même, là. Alors, et il prétendait qu'elle était indépendante de fortune parce qu'elle était à retraite et tout, ce qui n'était pas le cas du tout. Mais peu importe, tu fais faire quelque chose à quelqu'un. Donc, leçon numéro 1, intention véritable des parties, pour répondre à la question de Nicolas. Alors, on voit que là, mais on était dans une situation à but lucratif. Hein? Alors, donc, quand en 1985, le juge dit « Permettez-moi d'avoir un sourire en coin », bien, en 2018, un autre juge a dit la même chose. Là. Regardez, qui est-ce qui donne du temps comme ça, gratis, dans la vie, à une entreprise qui est en train de se monter? Tu sais, je veux dire, soyons un petit peu terre à terre, dans le fond. Alors, vraiment, cette question-là d'intention et retirons les situations où est-ce qu'il y a du abus lucratif, ça va déjà enlever une grosse portion. Les litiges qu'on retrouve dans ces années-ci, qu'on retrouve toujours dans les décisions des tribunaux, ça va être beaucoup des litiges en milieu syndiqué. Si on est en période de grève ou de lock-out, est-ce qu'il y a des bénévoles qui contreviennent aux mesures anti-briseurs de grève? Ou bien, est-ce qu'il y a des bénévoles qui pourraient être intégrés, en vertu du Code du travail, dans l'unité de négociation? Alors, c'est autour de ça que
que les litiges, on va les retrouver dans ces deux notions-là. Et c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on retient. Mais déjà, le but lucratif, je pense qu'on peut, mais c'est pas votre situation à vous, là. On est vraiment dans le domaine santé, services sociaux ou au BNL. Alors là, on reste au milieu de notre domaine, là. Notre domaine, il ne s'écarte pas. Mais justement, pour ramener ça aux OBNL, davantage aux organisations à but non lucratif, et je vais reprendre l'exemple de la subvention, parce que moi, je suis sur le CA d'OBNL, donc ça m'intéresse beaucoup. Moi, toutes les questions que je pose, c'est intéressant. Donc, admettons que j'ai perdu, une subvention a terminé pour un projet spécifique, mais que la personne qu'on avait embauchée avec des compétences très, très particulières sur ce projet-là, bon, elle est maintenant bénévole, elle continue, peut-être en espérant justement avoir une subvention. Et là, on reçoit une autre subvention, mais d'un autre ministère pour un projet très, très spécifique pour lequel la personne... Elle ne se qualifie pas. Ne se qualifie pas, ou en tout cas, c'était pas pour ça qu'on a reçu la subvention. Est-ce que dans ce cas-là, on devrait cesser complètement de travailler avec cette personne, ou est-ce qu'on peut garder une personne bénévole sur un poste, en guillemets, et embaucher quelqu'un d'autre de rémunérer sur un autre poste si les subventions vont dans deux sens différents? On peut tout faire ça. Okay. La seule règle d'or, c'est d'être clair, c'est d'être précis. Okay. Mais cette règle-là, elle a deux conséquences. La première, c'est de l'être complètement au risque de perdre la bénévole. C'est tout, ça fait partie de la vie. La subvention ne répond pas au travail que tu fais, ne répond pas au projet que tu termines. Tu as raison de poser la question, elle est légitime, la réponse c'est non. Ça se peut qu'elle dise « merci, bonjour ». Il faut s'attendre à ça. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, on essaye de ménager la chèvre et le chou. On ne voudrait pas qu'elle parte. Garde celle-là, cette subvention-là, elle ne va pas pour toi. Je ne veux pas que tu te vexes, mais peut-être la prochaine. Un, soyons clairs. Et deux, ne jouons pas au Père Noël. Ça, c'est toujours... Ça, c'est à l'année, là. C'est pas rien qu'au mois de décembre. C'est à l'année. Il faut faire attention. Mais je le comprends. Je le comprends. Je ne vous dis pas que je ne le comprends pas. Je vous dis juste que c'est un danger. Un danger de promettre, un danger de faire naître une attente. Il faut vraiment être clair. Et surtout dans des exemples comme Nicolas nous donne, parce qu'on tombe dans des zones grises. Et par respect pour les individus, il faut être clair. Donc, première possibilité de connaissance, de conséquence, notre bénévole quitte. Deuxième possibilité de conséquence, elle n'a jamais compris qu'elle n'était plus un salarié. Puis quand Nicolas la rencontre pour lui dire « Non, ma chérie, tu ne l'es plus depuis quelques mois ou quelques semaines, puis tu ne le redeviendras pas avec la subvention qui rentre », c'est très possible qu'elle dépose une plainte. Si les critères d'admissibilité d'une plainte à vertu de la loi ces normes sont disponibles à elle, ou une plainte ou bien un recours devant une autre instance. Ça, c'est l'autre conséquence possible. Ce n'est pas parce qu'on est clair sur la situation puis qu'on a donné des informations claires que l'autre partie ne va pas, elle, penser qu'elle a des droits et vouloir les vérifier. Ça, il faut avoir de l'ouverture pour ça.